Voilà, voilà, voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, Nizar est le premier. Bonsoir. Frédéric, bonsoir. Farida, bonsoir. Moussa et Mohamed. Richard Freeman. Salima Laïb. Jou Loyak. Mohamed Bouchoucha. Hussein Afrit. Afrit. Nizar Hassisni. Boris Sukhoi. Bonsoir. Dobry wieczór. Sidi Mohamed. Moussa Mellouk. Hervé Génito. Bonsoir. Mohamed Ferhat. Hello, dear. Nice to see you again. Thank you very much indeed. Richard Freeman. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Nicolas. Semia, Tounes, Fatima Ben Ali. Bonsoir. Nizar, Nadia, Néo, Alex, Anne-Marie Sadéfine, Amal Lou. Oui, bonsoir. Abdelghafour, c'est Khadija, Hichem, Nedioumi, Bouchta, Aldo Wazani, bonsoir. Ah, Aldo Wazani, je crois que c'est lui qui m'a demandé à quelle heure si c'était GMT ou pas. Bah, puisque j'ai dit 20 heures, j'habite à Paris, donc, bon, l'Agda, j'espère que je n'oublie personne. Nicolas Marion, Assim, Jera Yassine, Cutflag. C'est le moment des bonsoirs à ce que je vois. Eh oui, bon, bien sûr. Violette Chen. Bonsoir, Jean-Jacques. Jera Ferrouz. Mohamed Ferhat. Lagda Joff. Bien. Eh bien, puisqu'il y a un peu de monde, on va commencer. Donc, puisque l'actualité nous oblige, il s'est passé un attentat, bon, disons qu'on a grossi démesurément. Bon, c'est vrai, il y a eu 13-14 morts à Barcelone, c'est terrible. Et bon, on va en parler, on va essayer de le replacer dans le contexte. Vous savez, en général, les pouvoirs établis, les gouvernements qui se croient légitimes, qui ont des forces de l'ordre et des armées en uniforme, donc ils détiennent ce qu'on appelle en droit la violence légitime. C'est-à-dire, ils peuvent tabasser, éventuellement tuer, dominer, mais ils le font selon leurs règles, comme par exemple les Américains ont fait des génocides vis-à-vis des Indiens, ou les Israéliens, etc. Mais ils le font, légalement. Et puis il y a ceux qui sont opprimés. Ben, ceux qui sont opprimés, ils n'ont pas beaucoup de choix. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas la légitimité. Et donc, ils sont obligés, s'ils veulent résister à l'oppression, ils sont obligés de recourir à des moyens qu'on appelle illégaux ou du terrorisme. Évidemment, ce sont les gouvernements qui appellent ça du terrorisme, pour les décrédibiliser, pour dire « oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, etc. » Et donc, en fait, il y a effectivement un hiatus, une distinction à faire, nécessaire, entre résistance et terrorisme. La résistance, c'est quand on résiste à un pouvoir colonial, un pouvoir illégitime, etc.
et à partir de quel moment il devient terroriste. Je vais vous donner une définition, enfin une illustration de ce qu'avait dit le général de Gaulle en novembre 1967. Donc 3-4 mois après la guerre de juin 67, où Israël a conquis la Cisjordanie, le Golan et le Sinaï et a instauré un système d'occupation militaire. Il n'y a pas d'autre mot. Et De Gaulle avait déjà prévu à l'époque, enfin, c'était vraiment prémonitoire. Il avait dit l'occupation, puisque c'était une occupation militaire, va entraîner des actes de résistance, fatalement, mais que les Israéliens vont appeler du terrorisme. Évidemment, quand on résiste à l'occupant, c'est du terrorisme, et pour les gens opprimés, c'est une résistance. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et vous savez, ceux qui étaient, comment dire, par exemple, vous avez les sionistes qui, Attila Papillon, bonsoir, vous avez les sionistes, par exemple, qui poussent des cris de vierges effarouchées ou de victimes terribles contre le terrorisme. Parce que ce terrorisme-là, du Hamas ou du Palestinien, ébranle leur pouvoir colonial. Sauf que, ce qu'on sait moins, enfin, on le sait quand même, disons qu'avant de devenir un État indépendant avec une armée, avec de beaux uniformes et une aviation qui peut bombarder sans coup férir et en toute légitimité, merci à Malou. Donc, eux, avant de prendre le pouvoir, avant de fonder leur État, ils ont aussi fait du terrorisme, du vrai, c'est-à-dire ils ont lutté contre ce qu'ils appellent l'occupation britannique et contre éventuellement les Palestiniens qui auraient pu les gêner dans leur futur État, mais contre les Britanniques et contre les Juifs. Contre les Juifs qui se mettaient en travers de leur chemin. Par exemple, en 1924, ils avaient assassiné un Juif qui s'appelle Jacob de Hahn, je crois. C'était un notable de Jérusalem qui allait partir en 1924, qui allait partir en délégation à Londres pour dire aux Anglais, écoutez, cette histoire du sionisme nous gêne terriblement. Nous vivons en harmonie avec nos voisins palestiniens, nos voisins arabes, et donc il faut arrêter avec cette histoire. Et donc il a été abattu par les sionistes. Et les sionistes se sont glorifiés en 1961. L'assassin, il y avait un juif qui est apparu à la télévision. Il a dit: je suis très content d'avoir assassiné ce traître. Les sionistes aussi ont fait sauter un immeuble à Jérusalem où il y avait beaucoup de civils et de militaires anglais. Il y avait une centaine de morts. Et pour faire partir les Anglais. De même, vous avez par exemple le FLN en Algérie. Vous connaissez cette anecdote je vais vous la raconter du FLN. Il y a un grand chef FLN qui a été arrêté, et donc il était interrogé par un officier de l'armée française. Et l'officier, évidemment, dans son bel uniforme, vous savez, ces gens-là qui portent un bel uniforme, ils se croient tout permis, ils se croient dans leurs droits, etc. Et vous savez, le FLN utilisait beaucoup des femmes qui mettaient des bombes dans des couffins et qu'elles abandonnaient dans des cafés, etc. Et l'officier français qui dit avec cet air supérieur, il lui dit: enfin quand même, des bombes dans les couffins, c'est pas bien. Alors l'Algérien, enfin le FLN, il lui dit: je vous échange vos canons contre nos couffins. Voilà. Et c'est la problématique du Hamas aujourd'hui, c'est-à-dire il ne sait pas, il voudrait bien se dépêtrer de l'étiquette terroriste qu'on lui a mis sur le dos, alors que il ne fait que se défendre et il est prêt à négocier. Seulement, comme Israël n'a pas envie de négocier avec le Hamas, parce qu'il n'est pas aussi traître
que l'autorité palestinienne, donc on lui colle l'étiquette de terroriste. Voilà. Alors, d'où, vous savez, dans les années 50, 60, 70, contrairement à ce qu'on pense, le terrorisme islamique ou les attentats commis par des musulmans n'existent que depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme on veut nous le faire croire, quelque chose qui est inhérent à la nature musulmane des gens. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un glissement du vocabulaire pour faire croire que, finalement, oui, comme c'est des musulmans, de toutes les façons, c'est une religion de la violence et de la haine. Or, je rappelle que, en dehors de lutte pour la libération des peuples, dans les années 50, 60, 70, même 80, il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu d'attentat, il n'y avait pas eu de terrorisme. Pourquoi? Parce que c'est à partir des années 80 qu'on a créé les conditions du terrorisme. C'est-à-dire on a créé des conditions telles qu'il favorise une espèce de résistance à l'impérialisme. Par exemple, quand on détruit des pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme la Libye, forcément, on crée le sentiment chez beaucoup des milliers de musulmans, des centaines de milliers de musulmans, d'injustice, d'impuissance et de vouloir se venger. Et c'est, vous savez, enfin pour ceux qui fréquentent de près les musulmans dans les pays maghrébins, même ici, j'imagine, bien sûr. C'est-à-dire, il y a ce sentiment d'impuissance et d'injustice. C'est-à-dire, on voit les Américains bombarder des pays, détruire des pays, les sionistes détruire des maisons palestiniennes, etc. Et on est impuissant à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et vous avez les médias qui vous matraquent en vous disant, c'est tout à fait, enfin, on ne fait qu'appliquer la loi, le droit est pour nous, etc. Et ça, c'est terrible. Et donc, ça suscite forcément chez quelques-uns un sentiment de révolte tel qu'on a envie, même en sacrifiant sa vie, de frapper le colonisateur, l'impérialiste. Donc ça vient déjà de là. Ça vient par exemple, vous prenez l'Afghanistan. Contrairement à ce qu'on pense, bon, d'abord l'Afghanistan, soi-disant, vous savez, l'Occident, il dit, je voudrais établir en Afghanistan une société laïque où les femmes seraient libres, etc. Or, cette société-là, afghane, existait dans les années 70. Et vous pouvez aller sur Google, taper Afghanistan années 70 et vous verrez des jeunes filles en jupe, tête nue, etc., allant à la fac. Et c'est bon, mais ils étaient les alliés des soviétiques. Et ça, c'est intolérable. Donc, les États-Unis ont formé des milliers de combattants, guillemets, musulmans, barbus, islamistes, payés par l'Arabie Saoudite pour aller combattre les mécréants des soviétiques, enfin les mécréants afghans alliés des soviétiques. Donc en fait, pour l'Occident, ils n'en ont rien à fiche, c'est ce que je dis toujours. Quand l'Occident vient voir les musulmans et leur dit, vous savez, les femmes doivent être libérées, etc., etc., c'est bullshit et compagnie. Ils n'en ont rien à fiche de la liberté de la femme. Sinon, ils n'ont qu'à aller en Arabie Saoudite et libérer les femmes là-bas. Non, ce qui les intéresse, c'est de dominer ces peuples-là. Et donc, tout est bon pour eux. Et donc, quand, soi-disant, après les attentats, les soi-disant attentats du 11 septembre, ils ont renversé le pouvoir en Afghanistan, ils auraient pu s'arrêter là et créer une société civile, moderne, etc. Or, ce qu'ils ont fait, c'est de continuer à bombarder jusqu'à créer une résistance. Et d'ailleurs, la guerre dure depuis 16 ans, alors qu'ils l'avaient gagnée au bout d'un mois. Maintenant, il y a eu une évolution dans le monde arabe, qui est la création de Daesh et de l'État islamique. Je dis bien création parce qu'en fait,
sans l'appui financier des Saoudiens et l'appui logistique des Américains et des Israéliens qui ont laissé faire, Daesh n'aurait pas tenu quelques jours. Puisque, vous voyez, tous les experts le disent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des immensités désertiques. Avec quelques drones, on pourrait quasiment les bloquer et les empêcher de rouler. Enfin, je veux dire, mais seulement ça intéresse l'Occident, ça intéresse l'Empire et les vallées qui sont l'Arabie Saoudite pour créer ces forces qui détruisent les pays qui les gênent, comme la Syrie, comme la Libye, et une menace sur les pays qui pourraient, par exemple, si l'Égypte ou la Jordanie, ou le Maroc, l'Algérie, commence à bouger, commence à ne pas obéir à l'Empire, on lui dit faites attention, on va vous créer un petit Daesh local. Voilà, donc c'est une façon de maintenir ces gouvernements-là, c'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur eux, pour qu'ils se tiennent peinards, pour qu'ils se tiennent tranquilles. Donc pour l'Empire, c'est évidemment, quand on crée ces forces comme ça, de plusieurs milliers d'hommes qui exercent la terreur, etc., ça a des conséquences, fatalement. Ça, comment dire, ça laisse des traces en Occident, en France, en Espagne, etc. Mais ce n'est pas du tout, c'est presque voulu, c'est quasiment à 90% voulu, par les puissants, par les gouvernements. Il faut vous dire une chose. Vous savez, il y a un philosophe du XIXe siècle qui avait dit, il a qualifié, comment dire, les États de monstres froids. Donc, vous savez, pour eux, par exemple les Américains, un attentat du 11 septembre, ils n'en ont rien à fiche, 3000 morts, bon, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'arriver à ses fins. Bon. Et il y a des cas comme ça, ils ont fait tirer, par exemple, sur un bateau à eux devant les côtes du Vietnam pour pouvoir faire la guerre, etc., etc. Bon, ça, c'est connu, les États n'ont pas d'état d'âme, c'est-à-dire ils sont capables de tout. Donc, ce qui les intéresse, ces États, c'est de maintenir une tension permanente dans ces pays. Comme ça leur permet, d'abord, par exemple, prenons l'Irak. Aujourd'hui, depuis l'intervention de 2003, c'est un pays qui peut même plus, enfin, qui ne pense pas à son développement. Les questions d'éducation, de santé, etc., passent bien après. Ça fait 14 ans que ce pays se bat uniquement pour récupérer une soi-disant unité territoriale, une intégrité territoriale. Donc c'est tout bénéf, et il est obligé de vendre le pétrole à n'importe quel prix. C'est tout bénéf pour l'Amérique, c'est tout bénéf pour Israël, parce que voilà un pays qui était en voie vraiment de développement, qui allait devenir une grande puissance et qui est mis à genoux. La Syrie, même si Bachar al-Assad reste au pouvoir, la Syrie est partie pour des années et des années de guerre civile. De toute façon, il va régner sur un pays à 80% détruit, etc. Donc en fait, ces États arabes ne représentent plus aucun danger. Donc pour l'Occident et pour l'Empire américano-sioniste, c'est tout bénef. Et puis il y a une suite à ces actions, c'est qu'on peut contrôler les sociétés occidentales. C'est très facile, par exemple, vous avez le Patriot Act aux États-Unis, en France, les lois d'urgence vont devenir des lois normales, et les gens l'acceptent. C'est-à-dire que, bon, on leur dit attention, le terrorisme, machin, et donc, ils pensent qu'avec des lois spéciales, on va pouvoir juguler le terrorisme. C'est pas vrai, mais c'est juste, ça va permettre de contrôler la population, de contrôler les réseaux sociaux, les comptes bancaires. Enfin, on va resserrer le contrôle sur les populations avec la bénédiction de ces populations. Maintenant, je voudrais voilà, depuis quelques années, il y a des attentats en Europe. Bon, pour moi, enfin en tout cas, évidemment, je ne suis pas spécialiste, mais il y a par exemple
un spécialiste qui s'appelle Richard Labézière, entre autres, par exemple, que j'aime bien. D'ailleurs, c'était un ancien rédacteur en chef de RFI qui a été chassé par la direction pour ses positions, disons, trop critiques envers Israël. Donc, on peut dire que il est crédible et intéressant. Donc, il vient d'écrire un livre sur le terrorisme. Je n'ai pas lu, mais j'ai entendu la note de lecture de Michel Drac là-dessus. Donc, apparemment, enfin, si vous voulez vraiment approfondir, il y a de bons livres sur le terrorisme. Donc, ce terrorisme, à 80-90%, il est créé et contrôlé, manipulé. Les services secrets, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent, par exemple, des comptes soi-disant anti-américains, anti-français, anti-sionistes et tout, et ils attirent les jeunes, ils attirent des gens, ces gens croient qu'ils ont affaire à des vrais révolutionnaires, à des vrais militants, et on commence à les chauffer. Mera était, par exemple, Mohamed Mera, était suivi depuis des années par un officier des renseignements. Donc, en fait, ou bien on crée des cellules qu'on contrôle. Et donc, en fait, on manipule, la plupart de ces gens-là sont manipulés. Évidemment, de temps en temps, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas fiché, qui n'a aucun lien, qui peut péter les plombs. Bon, ça, comment dire, on peut pas faire autrement. Voilà, il y a quelqu'un qui a des problèmes, etc. Enfin, bon, là, il pète les plombs. Il dit, j'en ai assez, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, etc. Sauf que je voudrais attirer votre attention sur justement l'utilité de ces attentats et la manière de les considérer. Bon, vous savez que on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on arrange. Regardez par exemple le rôle des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est enjolivé. On ne dit pas pourquoi les Américains ne sont pas entrés en guerre, soi-disant au début. Et puis les bombardements, enfin, etc. Les bombes atomiques. Et donc, on a une image idyllique. Bon, ce sont les vainqueurs. Si les Allemands avaient gagné, ben, ils auraient écrit l'histoire à leur manière. Donc, les vainqueurs écrivent l'histoire. Les sionistes, quand ils ont gagné, ben, ils ont écrit l'histoire à leur manière. Et cette histoire, comme ils sont les vainqueurs, et comme, en général, ça va avec la maîtrise des médias, donc, ils arrivent à donner cette image. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, par exemple, bon, l'Amérique a lancé 2 bombes atomiques sur le Japon. Pour rien. C'est-à-dire parce que la guerre était gagnée, mais juste pour montrer d'abord pour montrer qu'on a la bombe atomique, et puis pour obtenir des conditions telles d'humilier les Japonais. Ils ont humilié les Japonais jusqu'au fond. Bon. En Occident, on dit, oui, la bombe, c'est le 5 août ou 6 août que la première bombe atomique a été lancée sur le Japon. Voilà. Bon, c'est neutre, c'est pas mal, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, imaginez que ce fut la Russie. D'accord? Voilà. Imaginez pendant une semaine le matraquage. Oui, la Russie, etc., Staline, le communisme, et patati, et patata. Donc, en fait, c'est ça, ce qui est important, c'est comment on gère l'information. Donc, prenez par exemple, prenez Barcelone. Il y a eu 13 morts. Bon, d'accord, 14 morts, bon, c'est 13 morts de trop, c'est évident. Donc, mais ça a duré, enfin, si vous avez suivi, il n'y avait pas moyen d'ouvrir un bulletin d'information pendant 5 jours, à peu près, sans recevoir ce matraquage. C'était, comment dire, à vomir, tellement, mais c'était voulu. Et évidemment, avec le message sous-jacent, l'islam radical, la violence islamiste, etc., etc., la barbarie. Ah oui, non, ça, la barbarie, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais juste vous rappeler un fait. En Irak, je parle même pas des guerres, à cause de l'embargo américain, après la Première Guerre, l'embargo sur les médicaments empêchait
une nation de se soigner. Il y a eu 500 000 enfants irakiens tués à cause de l'embargo, reconnus par la secrétaire d'État américaine. D'accord? 500 000, un demi-million. Qui en parle? Qui parle de la barbarie? De quel côté est la barbarie? Donc, vous voyez, c'est ça, ce qui est important, c'est le travail médiatique qui fait que, avec quelques dizaines de morts, on crie à la barbarie, au fascisme, à la sauvagerie, enfin, on ne trouve pas les mots. C'est simple, c'est l'indignation totale, la peur, etc. Et puis, vous avez des drones américains, en dehors du Irak, par exemple, des drones américains, de temps en temps, on apprend qu'une bombe est tombée sur un mariage en Afghanistan, 80 morts. Vous savez, entre nous, c'est des bougnoules. Ah, ça compte pas, des bougnoules. 80 morts, 100 morts. Vous savez, quand les Blancs meurent, d'accord? Les Américains, les Français, les Espagnols, on connaît à l'unité près. Même le 11 septembre, on sait combien sont morts, à l'unité près. Mais quand il s'agit des bougnoules, enfin, je dis ça par dérision, hein. Attention. Mais à 10 000 près, à 50 000 près, mais qu'est-ce qu'on en affiche? Mais on bombarde, enfin, si vous saviez, enfin, si vous vous rappelez ce qui s'était passé à Bassora, par exemple, enfin, c'est après la première guerre ou après la deuxième, enfin, mais c'est l'horreur absolue. Mais qui va écrire ça? Qui va raconter ça? Qui va relayer ça? C'est ça le drame. Et quand les Israéliens lancent des bombes au phosphore, enfin, quand ils tuent en quelques jours, je ne sais pas combien d'enfants d'Agaza, etc., des centaines par centaines. Voilà, bon, on le dit, hein, parce que, vous savez, nous sommes dans un pays libre, n'est-ce pas? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces attentats, il faut toujours voir, comment dire, la manière de les traiter et dans quel but. C'est ça aussi, c'est ça qui est important. Le but, ces attentats, c'est, comment dire, depuis à peu près 20-30 ans, je l'ai dit déjà, notamment en France, la France est un pays sous l'influence judéo-sioniste, parce que c'est Bernard-Henri Lévy, c'est le CRIF, etc., qui entretiennent cette haine, ce mépris des musulmans pour qu'ils n'aient pas leur place en France. Et donc, les attentats, ça ajoute au dénigrement des musulmans. Il faut, d'ailleurs, regarde, mettons le français moyen. À force, on lui dit l'islam est incompatible avec la République. Pourquoi il serait incompatible? Est-ce que vous savez que c'est exactement ce qu'on disait des anciens, des vieux immigrés en France? On l'a dit des Italiens, on l'a dit des Polonais, on l'a dit des Juifs dans les années 20. D'accord? Donc, en fait, pourquoi les musulmans ne seraient pas intégrables en France? Pourquoi ils ne respecteraient pas les valeurs de la République? Pourquoi ils ne seraient pas sensibles à la démocratie? De quel droit? Comment peut-on s'arroger le droit de dire ça? Mais justement, comme il y a un attentat, quelques attentats, on dit, vous voyez, c'est pas possible. Ces gens, ils veulent pas vivre en paix. Ils veulent pas manger du cochon, du saucisson. Ça, c'est la preuve. Enfin, je veux dire, remarquez, on ne demande pas ça aux juifs. On demande ça aux musulmans seulement. Voilà. De manger du saucisson et pour dire qu'on est vraiment français. Et donc, en fait, on veut installer cette idée en France et on y arrive presque. Enfin, on est sur la bonne voie. Disons qu'il faut
empêcher que les musulmans s'installent en paix en France, vivent en paix, envoient leurs enfants à l'école, travaillent, aient du boulot, etc. Il faut créer cet esprit de méfiance, de harcèlement, de division, parce que ce n'est pas dans l'intérêt des judéo-sionistes que les musulmans deviennent une force en France. Parce qu'ils veulent garder la maîtrise, le pouvoir sur la classe politique, dans le domaine économique et financier, etc. Et donc, les musulmans, on essaye de les diaboliser au maximum. Et les attentats, ils se frottent les mains, les sionistes, parce qu'ils se disent, voilà une bonne occasion de les diaboliser et de les pousser à raser les murs. Par exemple, pourquoi les musulmans sont tenus de venir après chaque attentat de dire « Ah non, on n'a rien à voir, nous. Non, vraiment, croyez-nous, non, on est contre la violence. » Attendez, est-ce qu'on demande aux Juifs de se désolidariser des bombardements sur Gaza? Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir des musulmans tomber dans le piège. C'est parce que ils ont, ils ont intégré. Moi, j'avais dit que les musulmans, enfin les Maghrébins en tout cas, en France, ils ont encore dans leur ADN un élément de soumission, c'est-à-dire un élément du colonisé. Donc, au lieu de il y en a qui se révoltent aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais pour beaucoup, je veux dire, moi j'étais très content un jour, je ne sais plus dans quel média, le journaliste a demandé à un musulman, il lui a dit, si je vous présente une journaliste femme, est-ce que vous serez capable de lui serrer la main? La question piège par excellence. Alors le musulman lui a répondu, lui a dit, pourquoi vous ne posez pas la question à un rabbin? Pourquoi vous ne demandez pas à un rabbin de serrer la main d'une femme journaliste? Et là, le journaliste, il a fermé sa gueule. Alors moi, je voudrais que les musulmans aient cette mentalité-là, de combat, de contre-attaque, comme j'ai dit un jour, de communautarisme de résistance. Ça suffit de baisser la tête. Et les attentats servent à faire baisser la tête, servent à culpabiliser les musulmans, à leur faire raser les murs, à avoir honte presque d'être musulmans. Et je vais vous donner un exemple récent, c'est-à-dire je l'ai entendu ce soir. D'ailleurs, si vous allez sur mon mur, j'ai posté 2 trucs sur l'Alab. Vous verrez ça sur mon mur. J'écoutais le bulletin d'information de TV Liberté. Bon, je sais pas que je sois un partisan, loin de là, mais j'aime bien écouter, comment dire, j'écoute jamais les bulletins, enfin les informations classiques du système, BFM, etc. Bon. Donc j'écoute la dissidence. Seulement, la dissidence, par exemple TV Liberté, est une dissidence qui s'est petit à petit soumise à l'idéologie sioniste. Et leur haine de l'islam a fait que TV Liberté, par exemple, comme Riposte Laïque, comme Radio Courtoisie, comme Boulevard Voltaire, sont devenus les alliés des sionistes. D'ailleurs, si vous allez sur Boulevard Voltaire, vous verrez énormément de textes qui soutiennent le droit d'Israël sur Jérusalem, le droit d'Israël à la colonisation, etc. Et donc, sur TV Liberté ce soir, vous pouvez aller vérifier, ils ont consacré 5 minutes à cette association qui s'appelle l'Alab, qui est vraiment une organisation pour défendre, faire entendre la voix des musulmanes, pour qu'elles aient leurs droits dans cette société, etc. Mais ça, c'est trop pour TV Liberté. C'est pas possible. Il faut qu'ils se cachent. Et donc, quel était l'argument de TV Liberté? Le matraquage islamiste. Oui, l'Alab est défendu par le CCIF, qui a des contacts avec les frères musulmans, donc ce sont des islamistes.
C'est-à-dire, attention, ils vont poser des bombes. Et malheureusement, voilà ce qui est en train de se développer en France. Bon, venant de sites, disons, à tendance fascisante ou d'extrême droite, comme TV Liberté, Riposte Laïque, Boulevard Voltaire, etc. Mais enfin, ce qui est étonnant, enfin, c'est que ils ont mis de côté leur judéophobie et se sont alliés aux sionistes. Et les sionistes se frottent les mains parce qu'ils ont trouvé de bons alliés. La haine de l'islam et des musulmans les réunit. Et je ne sais pas si vous suivez, il y a comment dire, une polémique autour du terme islamophobie. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Bensoussan. Georges Bensoussan est un historien, c'est-à-dire il a tous les diplômes d'historien, universitaire, etc. Il vient du Maroc, c'est un juif du Maroc. Il est directeur de trucs sur la Shoah, donc vous voyez un peu le genre. Et entre parenthèses, il dit que les Juifs du Maroc ont été quasiment c'est comme des réfugiés palestiniens, ce qui est totalement faux. C'est la preuve qu'un historien engagé dans une cause, il oublie totalement l'objectivité historique pour devenir le partisan de l'idéologie qu'il défend, c'est-à-dire le sionisme. Ce Georges Bensoussan, il a repris une phrase ou un texte qui aurait été dit par un musulman. Donc il s'est réfugié derrière les paroles d'un maghrébin qui aurait dit, enfin c'est possible que ce soit vrai, hein, que les maghrébins, enfin en Afrique du Nord, étaient la judéophobie dans le sein de leur mère. Bon. Et le CCIF a crié à l'islamophobie. Et il a intenté un procès à Georges Bensoussan. Connaissant la justice en France, donc bon, ça n'ira pas très loin. Mais le CCIF, et moi je salue vraiment le courage, la persévérance de ces associations, je vous engage vraiment à en faire partie, le collectif contre l'islamophobie en France. C'est la hantise des islamophobes, c'est la hantise des sionistes, c'est la hantise des sites d'extrême droite comme TV Liberté, etc. Et donc, ils contestent. Vous avez par exemple Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, bon, c'est une judéo-sioniste acharnée, anti-musulmane, qui évidemment, soi-disant pour la laïcité, fait tout pour taper sur les musulmans. Donc ils ont trouvé un truc. Et regardez où ça va se nicher. Hein. Ils ont dit, non mais attendez, c'est quoi cette histoire d'islamophobie? On n'a même pas le droit d'utiliser ce terme. Ça veut dire que traiter quelqu'un d'islamophobe ou accuser ou donner une légitimité à la notion d'islamophobie, c'est empêcher les gens de critiquer la religion musulmane. Vous voyez le raisonnement. Et donc, l'islamophobie ne devrait même pas exister. C'est-à-dire, l'antisémitisme, oui. La judéophobie, oui. Mais les musulmans n'auraient même pas le droit. Vous imaginez à quel point on est arrivé. Enfin, c'est hallucinant. On n'aurait même pas le droit de créer un terme, de dire, voilà, et par lequel on écrase les musulmans, on les discrimine. Voilà. Même ce droit, on le leur nie. Alors, donc, voilà, j'ai essayé de donner un éclairage, enfin, d'utiliser ou de profiter de ces attentats pour donner un éclairage sur un petit historique, sur la vision et sur les luttes. Et je vous encourage, si vous voulez bien, à participer à ce genre d'association. Le CCIF, envoyer des messages de soutien au site Lala. Voilà, il faut vous dire que ce sont ces associations-là, c'est grâce à elles, c'est grâce à leur combat qu'on peut remonter la pente et on peut au moins
comment dire, trouver un autre terrain d'entente, c'est-à-dire trouver des bases plus saines de cohésion nationale. Voilà. Et ne plus être l'objet de campagnes, comment dire, dégueulasses, du lobby sioniste, parce que le lobby sioniste, c'est lui qui tire les ficelles, hein, pas mal, et de ces sites abjects, comme TV Liberté, etc., qui n'ont qu'une envie, c'est de foutre les musulmans dans des camps avec des barbelés. Voilà. En fait, c'est le rêve, à défaut de les faire partir, c'est de les mettre dans des quartiers isolés, comme en quarantaine, avec des barbelés. Donc, je vous encourage, vous qui me suivez, qui êtes sensibles à ce combat, de regarder ces associations, de vous inscrire, d'apporter l'aide, etc., de montrer qu'il y a quelque chose qui bouge et de partager leurs posts, etc. Et ben voilà, l'été se termine. J'espère que vous avez bien passé. Je vous remercie de votre attention. Alors, Richard Freeman. Comment les peuples arabo-musulmans peuvent imposer leur volonté? Ben, il faut qu'ils se dégagent de l'emprise impérialiste. Enfin, j'ai pas le temps de développer, mais en gros, c'est ça. Voilà. Tant qu'ils restent soumis à l'impérialisme, c'est-à-dire en fait eux, c'est-à-dire par l'intermédiaire de leur mafia qui les dirige. Voilà. Et malheureusement, tous les peuples arabes sont dirigés par des mafias corrompus qui déposent des milliards à l'étranger. Et donc, ces mafias sont à la merci du chantage américain, français, etc. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt et bon courage. Au revoir.